Moins d'une semaine après le départ définitif des soldats français de l'opération Barkhane du Mali, Bamako a officiellement accusé la France auprès du Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir armé et entraîné des terroristes. Au même moment, d'un côté, l'Algérie annonçait l'organisation de manœuvres conjointes avec la Russie en novembre consacrées à la lutte antiterroriste en milieu saharien. De l'autre, le Mali recevait une importante livraison d'armes russes, dont des avions et des hélicoptères de combat. Par ailleurs, Al-Qaïda a annoncé la mort de son chef Ayman al-Zawahiri, dont le mouvement qu'il dirigeait a des filiales au Sahel. Comment analyser les tensions grandissantes entre le Mali et la France? Où en est la situation sécuritaire dans ce pays? Un axe Moscou-Alger-Bamako de lutte antiterroriste commune est-il une nécessité face au danger terroriste international au Sahel? Réponse avec Zoumana Saif Kone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit Tirac Sahel. Ce départ a été acté il y a de cela quelques jours et je pense que ce départ a fait couler beaucoup d'encre de salive. Mais ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que c'est que même l'intervention Barkhane ou la force Barkhane? C'est extrêmement important parce qu'il y a une historique par rapport à la venue des forces françaises au Mali. Tout a commencé avec la crise libyenne en 2011-2012, quand le régime libyen, le guide de la révolution libyenne, Mohamed Kadhafi, a chuté. Et tous les islamistes, tous les djihadistes se sont tournés vers le Sahel. Et chose qui n'est pas du tout normale parce que le Mali ne fait pas frontière avec la Libye. Et chose qui a aussi été très étonnante, ils ont traversé le Tchad et le Niger pour se retrouver ici au Mali, qui est extrêmement compliqué. À partir de ça, la France est d'abord intervenue parce qu'il y avait au-delà de la menace djihadiste, il y a eu une menace sécessionniste, c'est-à-dire il y avait un mouvement MNLA, un mouvement rebelle au nord du Mali, qui avait tenté, qui avait des revendications sécessionnistes vis-à-vis du Mali et qui avait tenté de faire des attaques pour pouvoir récupérer les trois villes du nord du Mali. Et les djihadistes ont profité de ces revendications pour pouvoir se mettre en coalition avec eux et faire chuter les trois villes du Mali en 2012. Et avant la chute des trois villes, il y a eu des crises, des tensions politiques ici à Bamako, ce qui a aussi favorisé la chute du régime de Amadou Toumani Touré à travers un coup d'État qui a été perpétué par Amadou Aya Sanogo. Donc, il faut comprendre que depuis cette date, depuis mars 2012, le Mali traverse une crise multidimensionnelle, sécuritaire et de tout ordre. Donc, pour pouvoir pallier à ça, le Mali avait fait appel en 2013 à la France à travers le président de la transition, M. Djamouda Traoré. Et en ce moment, c'était le président François Hollande qui était au niveau de la France. Jusqu'à présent, la population malienne, on n'a pas bien compris le contenu de la lettre parce que selon nous, c'était une intervention aérienne qui avait été demandée à la France. Bon, cette intervention fut la bienvenue avec les forces servales d'abord, avant que ça ne soit Barkhane. Donc, les forces servales sont intervenues dans les airs, dans un premier temps, pour arrêter et stopper l'avancée djihadiste vers le centre et le sud du Mali. Donc, tous les Maliens ont salué et c'était vraiment les souverains du Mali en 2013. Tout le monde était content. Mais avec l'évolution du temps, il y a eu d'autres forces qui sont intervenues. La force servale a été transformée en force Barkhane. Et au-delà de la force Barkhane, il y a eu la présence aussi de nos amis africains à nos côtés qui se sont mis sous le label de l'aménagement. Et au-delà de l'aménagement, il y a eu plusieurs forces. Il y a eu des forces de missions d'entraînement comme le UTM et l'ECAP. Il y a eu aussi les G5 Sahel, qui est une coordination des 5 pays du Sahel à travers le Mauritanie jusqu'au Tchad, Mali, Burkina, Mauritanie, Niger jusqu'au Tchad. Et aussi, il y a eu la force européenne, la force spéciale européenne Takuba. Donc, ce que nous, les Maliens, ne comprennent pas, et c'est que tous les analystes et tous les experts ne comprennent pas, malgré la présence de toutes ces forces depuis 2013 jusqu'en 2018-2019, il n'y a pas eu d'amélioration de la situation sécuritaire au Mali. D'abord, les problèmes étaient au nord et après on est venu au centre et aujourd'hui c'est le sud même qui est menacé. Et très récemment, le mois passé, il y a eu une attaque dans la ville garnison de Kati. C'est une ville très stratégique militairement au Mali, ce qui porte à suffisance que toutes ces interventions ne sont pas venus à bout de la menace terroriste au Mali. D'où aujourd'hui l'échec de la force Barkhane, il faut le reconnaître. Après 9 ans d'intervention, si vous n'êtes pas parvenu à bout
des objectifs qui sont les premiers objectifs de votre mission qui est la sécurité. Je pense que leur départ aujourd'hui a été salué par tous les Maliens. Et au-delà de l'aspect politique, c'est la population malienne même qui avait demandé le départ des forces françaises, mais de toutes les forces étrangères en général, y compris aujourd'hui le départ de la MINUSMA est demandé. Parce que vous savez, devant chaque mission, il y a des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, il faut faire le bilan et tirer les enseignements. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'État malien qui est à féliciter, qui est à saluer par rapport à leur courage et leur bravoure face à cette situation qui se détériore de jour en jour. Et vous avez les premières victimes de cette situation, c'est la population. Et c'est ce qui est vraiment écœurant et déplorable actuellement. C'est tout à fait normal. Quand les réseaux terroristes ou djihadistes sont en difficulté, ils doivent chercher d'autres terrains pour combattre et pour se réorganiser et amplifier leur emprise par rapport à leurs objectifs. À titre d'information, Al-Qaïda est déjà au Sahel. Ils sont au Sahel depuis longtemps, ils sont dans un vaste réseau à travers les Katiba, à travers ACMI, à travers la Djenin. C'est un vaste réseau et chacun a son centre d'intérêt, chacun a son zone d'intervention. Aujourd'hui, voir Al-Qaïda se retourner vers les Sahel, c'est un terrain qu'ils maîtrisent très bien. Et c'est à nous, comme on le dit ici au Mali, la réponse est d'abord sous-régionale. La lutte contre le terrorisme n'est pas seulement malienne ou n'est pas seulement au niveau du Niger ou du Burkina ou dans la zone de l'Iptako-Gourma. La réponse, elle est sous-régionale. Et c'est pourquoi ces États doivent se donner la main et apporter une réponse d'abord sous-régionale avant que la réponse ne soit internationale. Et je pense que c'est cette stratégie qui doit être mise en place pour bloquer et anticiper cette venue ou cette ruée des djihadistes qui sont un peu en difficulté, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan aujourd'hui, parce que c'est extrêmement difficile pour eux. Ils sont traqués par plusieurs forces internationales et selon les intérêts de ces forces internationales. Parce que chose qui est très difficile aujourd'hui, le Mali a très récemment accusé la France d'être derrière l'armement, les informations des djihadistes ou des terroristes. Le Mali a même demandé une réunion d'urgence auprès des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour apporter ses preuves. Bon, c'est des informations qui sont à prendre avec beaucoup de sérieux parce que ça vient d'un État et indépendant, ça vient d'un État souverain. Et je pense que les Nations Unies doivent donner la chance au Mali d'apporter ces preuves pour éclairer la lanterne internationale parce que nous sommes un pays responsable. Si on sort pour donner une information, on doit être capable aussi d'apporter les preuves au niveau international pour que tout le monde puisse réellement comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Mali et comment l'armée malienne est en difficulté dans le nord et dans le centre du Mali. Chaque mission a un objectif. Je le dis et je le répète. Une fois que les objectifs ne sont pas atteints, il faut que les États puissent. Bon, d'abord, il faut qu'on essaie d'expliquer aussi comment nous sommes arrivés là. Il faut remonter un peu le 18 août 2020, quand il y a eu le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta à travers les 5 colonels ici au Mali. Et ça a chamboulé l'architecture institutionnelle du Mali et la vision politique extérieure de l'État malien, parce que ces tenants du pouvoir pensent que le Mali mérite mieux, pensent que le Mali doit chercher un partenariat stratégique et gagnant-gagnant avec ses partenaires, et non un partenariat qui est là et qui n'a pas de résultats. C'est pourquoi ils ont essayé de réorienter, surtout avec en mai avec l'intervention militaire encore de ces militaires qui ont mis hors de leur prérogative le président Bandao et le premier ministre Mokhtar. Et aujourd'hui, le pays est géré par le président Assimi Goïta, qui a même nommé un premier ministre intérimaire, parce que l'actuel premier ministre, le PM Choguel Kokala Maïga, est un peu souffrant, et c'est un colonel depuis hier qui assure l'intérim. Donc c'est pour vous dire que la situation aujourd'hui au Mali est prise à bras le corps par l'État malien, qui ne désigne pas sur les moyens pour faire des coopérations stratégiques. Et tout le monde sait qu'à l'heure où nous parlons, il y a la visite du ministre de la Défense du Mali à Moscou. Et c'est pour montrer à suffisance qu'aujourd'hui, la Russie est le premier partenaire stratégique militaire du Mali. Et aujourd'hui, les résultats avec la montée en puissance, malgré les difficultés, comme vous le savez, vous pouvez commencer une guerre aujourd'hui, et surtout la guerre malienne, elle est asymétrique. Les tenants, tous ceux qui tiennent les armes sont mélangés à la population. Donc, c'est une guerre qui va prendre assez de temps. Mais avec la venue de la Russie aujourd'hui, nous voyons la montée en puissance et surtout l'acquisition de plusieurs matériels, y compris les
les matériels volants comme les avions et les MiG, et le Mali, ça fait très longtemps, depuis les années 80, le Mali n'avait plus d'équipements militaires volants, et chose qui est aujourd'hui à saluer et à féliciter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la population malienne, y compris les autorités maliennes, sont vraiment tournées vers Moscou pour réchauffer cette partenariat historique qui date depuis les indépendances maliennes. Donc, aujourd'hui, c'est un tremplin pour l'État malien et la population malienne pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de sécurité.